Notre civilisation est en grande partie redevable de la période de l'âge du fer. Mais me direz-vous, pourquoi parler de cet âge ? Parce qu'un remarquable trésor de cette période nous a renseignés sur les apports à notre présente civilisation. Il s'agit du trésor de la Dame de Vix. La Dame de Vix, elle remonte à 1953. Non pas elle-même, mais la découverte de sa tombe. La Dame et la période qu'elle représente remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ, une période celtique bien antérieure à Vercingétorix. Mais pour en savoir plus, suivons-la. Qui était-elle ? Que faisait-elle ? Et où nous entraîne-t-elle ? La réponse à cette dernière question est le mont Lassois. Mais revenons aux fondamentaux. Où est Vix ? Découvert en 1953, la tombe exceptionnelle a permis un énorme progrès dans la connaissance des rites funéraires de cette période hallstattienne, ainsi que sur la vie de ses populations. Le mont Lassois a focalisé l'intérêt des plus grands spécialistes européens de cette période postérieure à l'âge du bronze. Le mont Lassois et son plateau dominent la commune de Vix, qui est elle-même traversée par une rivière, la Seine, qui prend sa source à quelques kilomètres de ces lieux. Un vaste tertre de 40 mètres de diamètre, bien arasé, a livré de nombreuses informations grâce aux découvertes de Maurice Moisson, un agriculteur local. Au centre du tertre, la chambre sépulcrale a été fouillée intégralement et des centaines de nouveaux objets sont apparus lors de la dernière campagne de fouilles de 2019. La tombe de la défunte, la dame, la princesse, la reine ou encore la prêtresse, il faudra d'ailleurs que nous clarifions, mais ce sera fait par la suite. Donc, je disais, la tombe de cette défunte n'est pas une sépulture isolée, établie au milieu de nulle part. Elle appartient à un site beaucoup plus étendu, celui du complexe aristocratique de Vix, implanté sur le mont Lassois et son environnement. Ce complexe comprenant habitat et nécropole incarne l'archétype d'une principauté celtique hallstattienne, c'est-à-dire du premier âge du fer, comme cela a déjà été dit. Comment se présente-t-il ? Que nous révèlent les dernières découvertes archéologiques ? Ce que nous allons voir nous donnera les premiers éléments de réponse qui plantent le décor urbain entourant cette fameuse tombe. Le mont Lassois s'appréhende comme un ensemble cohérent constitué d'un espace urbanisé, de fortifications, de nécropoles et d'habitats ouverts dans la vallée de la Seine, en contrebas du plateau. Il peut donc être rattaché aux sites princiers de cette époque, présentant tous un habitat de hauteur fortifiée, polarisant dans leur environnement proche une concentration de riches sépultures à chars, avec le plus souvent un mobilier d'importation gréco-étrusque. Mais écoutons plutôt Bruno Chaume, du CNRS, directeur des fouilles du mont Lassois. Premier âge du fer, des environs de 500 pour faire simple, avant Jésus-Christ bien entendu. Si quelques sépultures étaient connues, l'habitat par contre l'était moins. Dans les années 2000, la mise en place de ce grand programme international a permis de développer plusieurs fouilles sur l'habitat, les bâtiments, mais aussi le système de fortification qui est monumental, complexe. Avec tout est gros, il n'y a pas que le cratère, tout est surdimensionné. Il n'était pas nécessaire d'avoir des fossés qui faisaient 30 mètres de large, 10 mètres de profondeur pour avoir un système défensif efficace. Et c'est pas ce qu'ils ont recherché. Ils ont recherché donc la monumentalité. Et ça veut dire beaucoup pour la société de l'époque. Dans les bâtiments, idem. Le plateau supérieur du mont Lassois est organisé comme un lotissement moderne, avec une grande rue et puis de chaque côté des enclos bâtis en partie. Et sur l'arrière, un espace libre pour des jardins, des vergers, contrairement aux habitats protohistoriques lambda. La régularité de l'organisation du plateau supérieur suggère un ordonnancement initial et une maîtrise de l'exécution des travaux
par le pouvoir en place. On peut y voir les indices d'une hiérarchisation sociale. Les maisons classiques à 2 nefs côtoient des bâtiments monumentaux. À partir des fouilles, on a pu reconstituer ce que pouvait être cet habitat. Au centre de l'enclos, on a découvert 4 demeures absidiales, dont 2 avec des dimensions hors normes, c'est-à-dire de 35 mètres de long pour 21 mètres de large et avec un faîtage à 15 mètres de hauteur, nécessitant, bien évidemment, sans doute, une maîtrise remarquable de la part des charpentiers de l'époque. Ces habitations sont entourées par des fortifications nettement monumentalisées, aucunement nécessitées par une préoccupation défensive. Cela montrait l'importance du pouvoir vis-à-vis des autres lieux hallstattiens éventuellement rivaux. La cité était très organisée de façon à faciliter la vie de chacun. La recherche a permis de découvrir l'existence d'un port sur la Seine. Il semble même qu'il y ait eu une extension de l'habitat au-delà du fleuve, les remparts démontrant une appropriation de cette partie de la plaine. Dans l'enceinte de cet espace, des prospections ont révélé la présence d'un grand bâtiment à abside, implanté dans un enclos palissadé d'environ 1 hectare. Cet âge du fer est loin de la caricature des populations vivant dans des huttes en torchis ou en branchage. Rien ne permet de penser que la reconstitution que nous voyons est purement une vision d'artiste. Au contraire, elle est la traduction des connaissances déduites des fouilles et des matériaux retrouvés. C'était une société hiérarchisée, avec un pouvoir sans doute fort et une structuration de la société permettant l'ordonnancement des constructions, mais aussi des fonctions économiques. Promotion de la cité, organisation des échanges économiques avec des populations souvent lointaines, comme la Grande Grèce, l'Étrurie, la Bretagne. On parle ici de la Grande-Bretagne. Cette société, cette culture des tombes princières de Hallstatt n'est parvenue jusqu'à nous que grâce aux recherches archéologiques. En effet, sans écriture, pourtant existante depuis 3500 ans en Égypte et en Mésopotamie, elle n'a pu se transmettre. La société celte qui a suivi aboutit à ce que l'on nous a enseigné sur la Gaule et nous a été laissé par Jules César, même imparfaitement quand il a écrit La guerre des Gaules. Notre vision est sans doute erronée, mais pour l'affiner, pour comprendre mieux cette période intermédiaire, seules de nouvelles recherches archéologiques seront nécessaires. Mais nous avons parlé du trésor de Vix. En quoi consiste-t-il ? Pour cela, nous nous rendons au musée de Châtillon-sur-Seine et rencontrons sa directrice, Catherine Monet. Quand on parle du trésor de Vix, de la dame de Vix, on pense immédiatement au vase, que l'on appelle en fait plutôt un cratère. Bonjour Catherine, que pouvez-vous nous dire sur cette dame de Vix et son trésor ? Quelques mots, oui, sur la manière dont elle est inhumée et qui fait qu'elle appartient à ce vaste domaine de la culture Hallstatt qui s'étend depuis l'Autriche jusqu'ici l'est de la France, sous forme d'une énorme banane au-dessus de l'arc alpin. Culture donc bien identifiée et bien particulière. Culture très hiérarchisée au niveau de la société, avec en fait à la base des esclaves et puis en haut une élite politique, une élite religieuse, une élite militaire. Et cette femme, évidemment, au vu de ce qui l'entoure dans sa chambre funéraire souterraine, appartient évidemment à cette élite. Alors quelle est-elle ? Elle a une fonction politique, on ne sait pas, une fonction religieuse, on ne sait pas, une fonction militaire, en tous les cas elle n'a pas d'armes avec elle, donc peut-être pas. C'est l'un des 3 éléments qu'on pourrait éliminer. Religieux, politique, de toute façon, vraisemblablement à cette époque-là, ces pouvoirs sont mélangés et sont communs à cette élite. Aujourd'hui, on revient peut-être à des choses plutôt religieuses parce que je remets en question l'interprétation en fait de ce gros bijou en or
qui est dit torque depuis les années 90, mais qui était dit diadème depuis sa découverte. Et moi, j'aurais tendance à nouveau à reparler d'un diadème, parce que en fait, en tant que torque, il est très ouvert. D'abord, il ne ressemble à aucun autre torque découvert jusque maintenant en Europe pour cette culture Hallstatt. Quand on en passe la copie autour du cou, on n'est pas du tout à l'aise, il tombe très facilement, il est très ouvert. Et puis, la forme du jonc aplati et les deux boules qui le terminent prennent plus de sens en fait quand on le porte sur la tête qu'autour du cou. J'aurais tendance plutôt à penser que cette femme avait un rôle religieux plutôt qu'un rôle politique, sachant qu'on attache au torque plutôt les symboles du pouvoir politique que les hommes et les femmes portaient à cette époque-là. Mais rassurez-moi quand même, le cratère, c'est bien cratère. Oui, alors quant au cratère, effectivement, alors on aime maintenant utiliser le mot cratère parce qu'on a la chance que le mot utilisé à l'époque de la fabrication de cet objet extraordinaire soit encore connu. Donc c'est le mot cratère qui vient du grec donc mixer, mélanger. Donc c'était pour le mélange du vin parce qu'on ne consommait pas le vin à l'époque comme ça. On le mélangeait avec de l'eau pour l'adoucir et même mélanger avec des herbes. Donc ça devait faire une mixture un peu particulière à laquelle nous ne serions plus trop habitués en termes de goût. Là on a vraiment un cratère et on a la chance d'avoir ce mot qui nous vient quand même de la plus haute antiquité. Donc j'aime l'associer à cet objet parce que là on a vraiment un vrai cratère. Avec des vraies anses. Oui, alors tout est vrai évidemment. Il y a une copie qui est dans la chambre funéraire reconstituée. Le torque diadème est évidemment un vrai, 480, il est bien vrai. Mais par contre, j'ai découvert que c'était un objet dont les parties ont été réassemblées avant certainement d'être offert, remis peut-être en cadeau diplomatique à cette tribu, à ce groupe qui vivait sur le mont Lassois aujourd'hui à Vix. En réalité, ce cratère est donc un objet recomposé. Les deux anses, qui sont de style étrusque oriental, au niveau stylistique, ne correspondent absolument pas à la frise qui orne le col. Le style est évidemment strictement athénien, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un cortège qui fait défiler des auriges avec leurs chevaux et leurs chars, suivis par des hoplites. D'ailleurs, les anses actuelles occupent peut-être plus de place que les anses qui étaient installées à l'origine, parce que le cratère a été moulé. Donc en termes de datation, on est sur deux périodes un peu différentes. Les anses orientales sont évidemment plus récentes que la frise athénienne. Donc il va falloir aussi réétudier l'ensemble. Le couvercle qui fermait ce cratère est également rafistolé, puisqu'en fait il a fallu découper à la rougneuse. Donc des hommes, il y a 2500 ans, ont découpé à la rougneuse une partie du couvercle pour que les nouvelles anses puissent laisser passer le couvercle. Mais évidemment, c'était un objet absolument incroyable qui a dû être reçu avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'attention dans ce monde Hallstatt. Et on peut avoir une idée de la raison pour laquelle les anses ont été changées? J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être la conjugaison de deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a peut-être une dimension symbolique. La gorgone, les serpents, etc., on pourrait faire référence à Athéna, à Déméter, à un certain nombre d'assemblages en fait, du panthéon grec qui aurait été assimilé par une acculturation en fait, de certaines populations Hallstatt, une acculturation donc, des religions méditerranéennes. Ça reste parmi les possibles et je pense qu'il va falloir regarder ça à nouveau de plus près, d'autant plus qu'à l'arrière des anses, avec la gorgone et ses serpents, on a rajouté aussi deux lions de part et d'autre. Et les lions, en fait, je pensais qu'ils étaient à l'origine dans les anses, faisaient partie des anses, mais pas du tout. La technique de couler n'est pas la même que pour les anses elles-mêmes. Et le bronze ne semble être pas le même non plus. Et donc, on a cherché aussi à combler le vide des anses par des lions. Et donc, ces lions peuvent prendre aussi une dimension symbolique. Et puis, l'autre possible, c'est une usure. Si ça se trouve, le cratère d'origine a vécu énormément. Les anses étaient peut-être beaucoup plus fragiles. Et il a fallu, à un moment donné, les remplacer et en substituer de nouvelles. Donc voilà, je pense qu'on a de toute façon devant nous un objet qui a beaucoup vécu et très très longtemps vécu en fait. Merci Catherine de nous faire participer à vos travaux sur ce trésor et plus spécialement sur le diadème et le cratère. Ce trésor est important et représente plusieurs salles. Mais le musée de Châtillon-sur-Seine ne se résume pas à l'exposition du trésor de la Dame de Vix. Il nous fait également voyager à travers d'autres siècles plus proches de nous, en allant du Cinquecento et en passant par la période napoléonienne. Nous pouvons également trouver une incroyable collection de plaques d'impression qu'il faut absolument voir. Mais comme je vous sais tous intéressés par toutes ces découvertes, je vous donne rendez-vous au musée de Châtillon-sur-Seine.
À très bientôt. Thank you.